Bienvenue sur Mayotte la Première, nous sommes ravis encore aujourd'hui de vous retrouver dans votre émission. Nous allons donner la parole à deux femmes, mais pour parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment parler des violences sexuelles avec les enfants, déjà pour les prévenir, mais aussi une façon de les empêcher en même temps. Ces dernières années, vous l'aurez sans doute remarqué, la parole des victimes s'est un petit peu plus libérée. Et tant mieux, il est donc important pour nous, en tant qu'adultes, d'avoir un rôle important à jouer, de savoir comment en parler aux enfants, mais pas que, les parents, les professeurs. Nous en parlons aujourd'hui sur ce plateau avec une maman d'abord qui a accepté de témoigner. C'est Madame Siti Djamalia Hamidouni. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Ça va ? Alhamdoulilah, oui, ça va, alhamdoulilah. Ils vont bien, vos enfants ? Ils vont très bien. Merci d'avoir répondu à cette invitation, puisque ce n'est pas facile d'avoir un parent qui accepte d'en parler. Et vous, vous le faites. Vous allez nous expliquer ensuite pourquoi. Cette association est à Mayotte. Elle fait un travail remarquable. Elle fait un super travail de sensibilisation auprès des jeunes. Pareil, elle va nous expliquer un petit peu leur travail. Comment est-ce que cette association peut accompagner les parents, les professeurs, les enfants, si on a beaucoup de questions de ce genre. C'est Lydia Barnéou de l'association Haki Zawanatsa. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, vous n'êtes pas que présidente de l'association Haki Zawanatsa, vous représentez également le collectif CID. Parlez-nous d'abord de ce collectif. Alors, c'est un collectif en fait, qui regroupe 25 associations cette année. C'était 13 l'année dernière, donc on est content de cette montée en puissance un petit peu et de cette cohésion qu'on retrouve au niveau du partenariat interassociatif. L'objet principal, c'est la promotion des droits de l'enfant. Donc on est vraiment basé, d'où le nom CIDE, en fait, Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc chaque année, on mène un programme de 2 mois, en fait, avec un lancement officiel, une cérémonie de clôture et 2 mois d'action qui sont menés par l'ensemble des partenaires, qui ne sont pas que des partenaires institutionnels, qui sont aussi, associatifs, qui sont aussi pour le coup soutenus par des institutions. Voilà, vous allez nous expliquer après comment est-ce que vous faites justement ce travail de sensibilisation auprès des plus jeunes. Siti Djamalia, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, il y a eu déjà l'année dernière, il y avait eu déjà des soucis au collège, là où il y a ma fille. Quel genre de soucis ? Un garçon qui s'amusait à toucher les parties intimes des filles. Et c'était devenu quasi habituel. Et du coup, les filles, elles se sont constituées en petit groupe pour elles s'auto-défendaient. Jusque-là, on n'était pas au courant. Et au final, elle a fini par nous en parler parce que le garçon les avait menacées de les violer parce qu'elle emprunte quand même le chemin pour rentrer à pied à la maison. Et il les a menacés de les violer si elle les trouve là-bas. Du coup, là, c'est allé trop loin. Elle m'en a parlé et là, moi, je suis allée au collège et j'ai rencontré le chef d'établissement et j'ai appris par la suite qu'il y avait déjà des rapports des élèves qui avaient déjà signalé ce comportement. Et là, l'assistante sociale a été saisie. Il y a eu une procédure qui s'est mise en place pour protéger les filles, mais aussi mettre en place un accompagnement pour le garçon. Et cette année, malheureusement, ça s'est reproduit. C'est pas un cas isolé, malheureusement. C'est-à-dire, c'est votre enfant qui a subi pour la deuxième fois ce genre d'actes et de menaces. Tout à fait. Donc pour la deuxième fois avec un autre gamin qui a touché les parties intimes. Elle n'était pas toute seule, malheureusement. Il y a d'autres jeunes filles qui ont été victimes de ce jeune homme, déjà connues par les mêmes faits. C'est elle qui nous en parle. Elle avait déjà fait son rapport parce que suite à ce qui est arrivé l'année dernière, moi j'ai bien expliqué qu'il faut pas qu'elle attende que ça aille trop loin. Dès que ça arrive ou qu'elle est témoin ou que ça lui arrive à elle, qu'elle vienne nous en parler. Et c'est ce qu'elle a fait. Dès que ça lui est arrivé, elle a fait son rapport qu'elle a donné au CPE du collège. Et moi, quand je l'ai récupéré le soir, c'est là où elle me raconte ce qui s'est passé. Et le lendemain, mon mari, pour le coup, c'est lui qui a été au collège.
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Effectivement, on apprend que ce garçon a déjà fait l'objet d'exclusion temporaire de 8 jours pour les mêmes faits. Et c'est un jeu pour lui, c'est un jeu. Et là, encore de nouveau, l'assistante sociale saisit et puis une procédure s'est enclenchée dans ce sens. Vous allez nous expliquer ensuite ce qui s'est passé, comment est-ce que vous réagissez en tant que mère lorsque votre enfant rentre de l'école et vous annonce ce genre de choses. Mais nous avons voulu justement savoir ce que pensent les personnes des violences sexuelles sur mineurs ou des violences sexuelles tout court. Nous avons posé la question, je vous propose justement de voir ces quelques réactions. C'est des attouchements ou une personne qui force à faire quelque chose que la personne ne veut pas, tout simplement. Alors la violence sexuelle, c'est tout ce qui va atteindre en fait l'intimité d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit physiquement, moralement ou tout ce qui peut atteindre en fait l'intimité d'une personne. Lydia, est-ce que c'est à peu près ça ? C'est à peu près ça, oui, c'est exactement ça. Et ça me faisait penser, pendant que la jeune fille témoignait à l'article 19 donc, de la CIDE, protéger les enfants contre toute forme de violence physique et mentale. Et effectivement, là, elle le rappelait. Effectivement, ensuite, il y a 3 catégories, donc l'atteinte sexuelle, l'agression sexuelle et le viol. L'atteinte, ça va être vraiment tous les comportements ou propos qui vont être déplacés, qui vont constituer une atteinte donc à l'intimité, comme elle le disait. L'agression, c'est quand en plus, en fait, il y a la violence, la menace ou la contrainte qui va être exercée. Donc là, on est vraiment déjà sur l'attouchement, sur un phénomène insistant. Et puis donc le viol qui est tout acte de pénétration. Et effectivement, c'est important déjà de connaître les définitions pour savoir ensuite qu'est-ce qu'il faut faire et comment réagir. Vous avez réagi comment ? C'est un choc déjà, parce qu'on voit la petite, elle est paniquée, elle est stressée, elle te parle d'un sujet qui la touche personnellement. Il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents qui sont en pleine croissance, en plein développement. Le corps qui change. Le corps qui change, en pleine interrogation. Un jour, il y a juste quelqu'un qui vient lui toucher justement ces parties-là. Moi, en tant que mère, on a presque envie de s'effondrer avec son enfant, mais il faut qu'on reste parent avant tout, à tout prix, et rassurer son enfant qu'il a surtout, moi c'est surtout ça, rassurer mon enfant qu'il a très très bien réagi, qu'elle a très très bien réagi, et que nous la croyons surtout, il y a aussi ça. Et nous allons tout faire pour la protéger, que ce soit à la maison, au niveau de l'établissement. On va tout faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent, que ce soit elle ou avec les autres. Mais en tout cas, on n'est pas resté les bras croisés à attendre. Votre enfant a 12 ans, si j'ai bien compris. Donc, il lui arrive ce qui s'est passé à l'école. Elle vient vous en parler. Ensuite, donc vous avez pris, on va dire, vous avez suivi, hein, vous avez contacté l'établissement, etc. Dans tout ça, moi, ce que je retiens aussi, c'est que votre enfant vous en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre travail qui a été fait avant en tant que parent, c'est que votre enfant soit capable de vous en parler. Qu'est-ce que vous avez fait parce qu'elle ne l'a pas caché, mais elle a été honnête avec vous. Comment est-ce que vous en parliez justement avant ? Est-ce que vous en parliez déjà avant avec elle ? Oui, ce sont des sujets qu'on évoque parce que malheureusement, comme vous l'avez dit, on entend de plus en plus de témoignages, les victimes en parlent de plus en plus. Donc quand on entend à la télé, il s'est passé tel acte, on en parle. Et puis moi, étant assistante sociale auparavant, je sais qu'avoir la confiance de ses parents, c'est quelque chose de très important. Ne pas mettre un tabou sur un sujet aussi grave. Et donc dès plus jeune âge, dès qu'il me pose des questions sur tout ce qui est sexualité, rapport fille-garçon, j'ai toujours été très claire, j'ai toujours été ouverte et surtout mettre en confiance nos enfants et montrer qu'on les croit quand ils nous racontent ça.
Alors, moi, ça me fait penser aussi au questionnaire auquel nous devons répondre lorsque nous allons sur le site. Parlez-nous justement de ce questionnaire, Lydia, avant de voir ces personnes que nous avons rencontrées. Nous leur avons demandé justement s'il fallait en parler ou pas aux enfants et comment en parler. Dans ce questionnaire, vous posez aussi cette question, est-ce que vous en parlez, comment en parler? Est-ce qu'il y a l'âge minimum, etc. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place ce questionnaire et dans quel cadre? Alors on a mis en place ce questionnaire parce que quand on a commencé à se préoccuper en fait de cette thématique, donc c'était en octobre dernier et puis plus précisément en janvier, donc ça commence à faire, on a voulu connaître un petit peu les données autant qualitatives que quantitatives en fait qui étaient disponibles, et en fait il y en a très peu. Quasiment pas. Donc en fait ce questionnaire nous permet actuellement de collecter les données qui nous manquent et de pouvoir adapter un maximum nos supports de sensibilisation pour pouvoir coller vraiment à la thématique et sensibiliser un maximum de petits et grands. Ça nous permet également de les faire se rapprocher de la loi et des bonnes pratiques, et en troisième partie créer ou libérer un espace en fait qui permet de s'exprimer de manière anonyme, et on recueille actuellement un très très grand nombre de témoignages. Et est-ce que vous pensez que ça arrive à beaucoup d'enfants qui n'osent pas encore en parler? Toutes les deux, c'est une question à vous en tant que parents et vous aussi en tant que spécialiste. Vous pouvez... Pour moi, c'est une certitude, et c'est ce qui revient dans le questionnaire, mais c'est aussi ce qui revient dans toutes les actions qu'on a mis en place. Donc du coup, on a mis, notamment dans l'éducation nationale, un appel à projet très bien, avec un certain nombre d'outils qui nous permettent vraiment de pouvoir laisser la parole aux enfants. Et en fait, quand on leur laisse, ils l'apprennent. Ils l'apprennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Il n'y en avait pas à mon époque, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Dans les familles, à l'école, il y en a un petit peu, mais c'est encore très très peu. Et quand on met une boîte à questions sur cette thématique, elle est remplie de questions de gamins qui veulent savoir, qui nous disent, moi j'ai été témoin ou je vis ça, qu'est-ce que je dois faire? Et donc sur la pause méridienne, on fait venir par exemple l'ACFA ou d'autres partenaires qui vont faire des groupes de parole, et on va se rendre compte en fait qu'il y a une vraie volonté de s'accaparer, de s'approprier cette thématique et de pouvoir vraiment se libérer de l'emprise en fait qui est exercée, de cette culture du silence qui est exercée, pas qu'ici d'ailleurs, sur ce phénomène-là. Alors est-ce qu'ici c'est un petit peu plus particulier qu'ailleurs, sur justement cette culture du silence, sur le mais non, on ne dit pas ce genre de choses, ou à force d'en parler, vous mettez trop d'idées dans la tête des enfants aussi? Est-ce que c'est un petit peu plus présent à Mayotte, vous pensez, qu'ailleurs, ou c'est partout pareil? Alors, j'ai eu l'occasion d'exercer en tant qu'assistante sociale en Guyane. C'est à peu près pareil en Guyane, sauf que, on va dire, c'est un département qui a de plus en plus d'outils, qui est un peu en avance et qui a plus de structures maintenant qui commencent à travailler sur cette question. Maintenant, à Mayotte, c'est d'autant plus difficile parce que nos parents, avec leurs parents, ils n'ont jamais parlé de sexualité. Et nos enfants aujourd'hui subissent, entre guillemets, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et on a aussi le poids, la culture, la religion. Comment un père peut aborder la sexualité avec son enfant, ou comment une mère peut aborder ce que c'est la sexualité avec son enfant. On ne peut pas y échapper. Vaut mieux que ça soit déjà dès le départ dans la cellule familiale, que père, mère, les personnes en qui ton enfant a confiance, parce que ça reste notre enfant, et il doit avoir confiance en nous. S'il lui arrive quelque chose de grave, qu'elle puisse en parler. Donc, qu'on le souhaite ou pas, c'est une question que l'enfant, à un moment donné, il aura à aborder, des questions à se poser. Et ce n'est pas uniquement l'école qui va y répondre. C'est d'abord nous, ses parents, qui avons fait cet enfant. On va parler de cette question de sexualité, de corps, de l'intimité, du changement du corps, de l'adolescence, de toutes ces questions-là qui englobent le développement d'un enfant. Alors d'ailleurs, nous avons posé la question s'il fallait en parler, oui ou non, et pourquoi, et comment, à partir de quel âge vous avez répondu à toutes ces questions? Pour moi, c'est comme une mise en garde, les expliquer ce qui se passe, parce qu'à tout moment, ça peut arriver, on ne sait pas où ou à qui, que ce soit aux enfants ou de la famille ou quelqu'un de proche ou des amis. Il faut en parler sans avoir honte, parce que ça, c'est des choses qui arrivent dans le monde entier.
Il n'y a pas que ici. Du coup, moi, je trouve c'est bien de parler ou de se confier à quelqu'un. Ou même si... parce qu'il y a des gens, ils ont honte de dire à haute voix qu'ils ont été violés. Ou même parler à un policier ou un assistant social ou quelqu'un que tu te sens que tu peux le confier. Ça dépend de l'âge. En fait, il faut faire de la prévention. Il faut penser à la femme ou même à l'homme qui se fait agresser ou quoi. Plus l'âge, ça dépend de l'âge. Ou comment vous dire ça? De l'âge où en fait, plus la prévention est plus tôt et plus elle sera bonne, je pense. Alors, je pense que ça dépend à quel âge, parce que c'est, comment dire, les enfants, ça dépend de l'âge des enfants. En fait, je pense qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité à ça. Mais je pense qu'il faut quand même les sensibiliser, parce qu'à partir d'un certain âge, en fait, certains, comme les garçons par exemple, à partir d'un certain âge, peuvent avoir des comportements déplacés envers les femmes. Et je pense qu'il faut les sensibiliser à ça, surtout si on en est témoin. Si on est témoin d'une scène en fait un peu bizarre qui pourrait toucher à de la violence sexuelle, je pense qu'il faut sensibiliser les enfants à ça pour éviter que ça s'accumule et que ça prenne une ampleur ou qu'ils pensent que c'est pas grave en fait. Beaucoup cette question de l'âge qui revient régulièrement. Vous en avez parlé à partir de quel âge à votre enfant ? Alors, je me souviens, c'est elle qui m'avait posé les premières questions parce qu'il y avait la différence entre une fille et un garçon. Pourquoi les garçons sont faits différemment? Je crois qu'elle avait 6 ans à peu près. J'ai 3 enfants, mais du coup, elle m'a posé ces questions. Pourquoi les garçons sont différents? Pourquoi les filles n'ont pas la même chose? Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à en parler. Les mots que vous avez utilisés pour essayer d'expliquer à un enfant qu'à partir d'un certain geste, ça devient de la violence sexuelle, qu'à partir d'autre chose, ça devient une agression. Les mots que vous avez utilisés pour expliquer à cet enfant, pour qu'il comprenne que c'est pas naturel d'avoir tel geste ou tel geste sur son corps et qu'à partir de ce moment-là, ça devient une agression. Alors, nous, avec les enfants, ça a été la question pourquoi on s'habille. Pourquoi on doit cacher certaines parties de notre corps jusqu'à pourquoi on cache les seins, pourquoi on porte un soutien-gorge, pourquoi il y a une culotte, pourquoi il y a toutes ces questions-là. Parce que ces parties-là sont des parties qui te sont très intimes, qui te sont très personnelles. Quelqu'un qui te touche là n'a pas les mêmes effets que quelqu'un qui te touche la poitrine. Donc, c'est parti de là sur les questions vestimentaires. Pourquoi on a besoin de cacher nos parties intimes, tout simplement, mais parce que ce sont justement des parties intimes. Il faut les préserver et on ne peut pas permettre à n'importe qui de toucher justement ces parties-là. Donc, si je comprends bien, tout dépend encore une fois de la maturité, on va dire, de l'enfant et de sa façon de comprendre et d'assimiler des choses. Vous, dans le cadre de... Déjà, il faut nous expliquer WAMITOO d'abord. Et ensuite, dans le cadre de votre travail, la sensibilisation, vous la faites à partir de quel âge? Est-ce que c'est en maternelle, en primaire, au collège, au lycée? C'est à partir de quel moment que vous faites la... Le plus tôt, c'est le mieux. Je crois que ça a été bien retranscrit. Il y a plein d'outils qui sont en train de se mettre en place, plein de petites vidéos pédagogiques qui sont très très bien faites. Donc nous, on essaie vraiment de mutualiser ces outils, de les mettre en ligne, donc pour pouvoir voilà, d'essayer d'en contextualiser un maximum. C'est ce qu'on est en train de faire avec des clips. Le plus tôt, c'est le mieux. Ensuite, dans le cas de cet appel à projet, par exemple, du rectorat, sachant quand même qu'il y a 100 000 élèves et parents, familles derrière qui peuvent être touchés, il y a un référentiel très bien qui a été mis en ligne également, qui a été fait donc, par le service social, enfin infirmerie, et qui reprend en fait des fiches avec, en fonction du développement psychosocial et affectif et de la maturité de l'enfant, et en fonction aussi des disciplines qui peuvent être abordées, comment traiter de tels sujets, à quel moment. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il y a une petite spécificité culturelle? Il y en a forcément. Une qui nous revient beaucoup dans les groupes de parole, c'est cette histoire de mon corps m'appartient. Quand on aborde le consentement avec les 11-14 par exemple, une des premières choses qu'on va mettre en lien, c'est ton corps t'appartient. Et il se trouve qu'ici, en l'occurrence, non, les enfants, pour eux, appartiennent vraiment à leurs parents. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Et je voulais peut-être préciser également, puisque dans le cadre des violences sexuelles, dans le questionnaire qu'on a mis en ligne et dans les statistiques qu'on a en métropole, 87% des agresseurs sont connus de la victime et 44% sont la famille proche, les parents en fait, généralement, ou l'oncle et la tante. Donc comment en parler dans ces cas-là quand ça dysfonctionne dans notre propre famille?
C'est quelque chose de délicat et donc du coup il faut effectivement s'armer de courage et de patience et d'outils qui vont être le plus adaptés possible au milieu, au contexte social, au niveau, à l'âge de l'enfant. À son niveau de langue aussi d'ailleurs. Ici, il y a un contexte d'allophonie qu'il faut prendre en compte. Et puis, pas laisser les petits garçons de côté. C'est ce que j'allais dire justement, parce que c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple, bon malheureusement ça arrive trop de fois, effectivement ce sont les jeunes filles qui sont victimes, mais il y a aussi des jeunes hommes qui sont aussi victimes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre travail justement à faire ? Je n'essaye pas de trouver une excuse à tous ces jeunes hommes, hein. Mais est-ce qu'on leur dit, vous pensez qu'on explique assez tôt que, attention, si tu touches les fesses d'une de tes camarades, ça peut être traduit de telle et telle manière, il ne faut pas le faire, ou est-ce que ça aussi, nous prenons le temps de l'expliquer, ou nous sensibilisons plutôt la jeune fille, si on te touche à tel endroit, ou le jeune homme, hein, si on te touche à tel endroit, c'est pas bon, il faut l'alerter, mais oui, mais si lui, il touche aussi à cet endroit, est-ce qu'on sait le dire ça en tant qu'adulte ? J'ai un exemple très intéressant par rapport à ce que vous êtes en train de dire. On a fait des stages, donc vous parlez des groupes de parole, ça c'est sur la base du volontariat des élèves, et ils viennent en masse, donc c'est qu'ils ont envie d'en parler. Mais on a fait des stages de citoyenneté, alors toujours avec l'ACFAV au collège, où là c'était des enfants en fait qui étaient repris pour des faits d'atteinte ou d'agression sexuelle en fait, donc des collégiens sur d'autres collégiens. Donc qui avaient déjà été identifiés par la vie scolaire notamment pour ces faits-là. Et sanctionnés, voilà, avec plus ou moins de réussite, qui sont venus à ce stage avec leurs parents l'après-midi. C'était assez intéressant. Il y a eu des moments dans cette journée où, à la fin, un des gamins qu'on suivait depuis la 6e pourtant, qui était en 3e, qui était quand même, pour des faits récurrents, il avait entraîné un petit peu aussi pas mal de camarades à ses côtés, dit, face cachée à la télé à la fin, moi j'ai compris des choses en faisant ce jeu de rôle, parce que même si j'ai pris du plaisir à jouer, en fait, en jouant la victime, j'ai quand même ressenti. Et ça m'était jamais arrivé en fait, je m'étais jamais posé la question, la frustration, l'humiliation, la peine que j'ai ressentie, la colère que j'ai ressentie, même en faisant un jeu, je l'ai ressenti, et maintenant je le ferai plus et je vais défendre ses camarades. Et nous on s'est dit on espère que ça va être le cas. Quelque part, peut-être qu'il bluffe aussi, on ne sait pas. Et en l'occurrence, on n'a plus de problème avec lui. Et donc, c'est pour vous dire qu'en fait, effectivement, que ce soit entre guillemets des victimes ou des agresseurs, et ce sont souvent les deux. Enfin, ce sont parfois les deux. Hein, pour pas. Effectivement, dès qu'on ouvre un espace de parole, de conciliation, on essaie de faire un peu de pédagogie autour de cette thématique, ça fonctionne. Et c'était pareil avec les parents l'après-midi. Donc. Qu'est-ce qui peut aider les parents à faire comme vous, à en parler, à expliquer aux enfants? Vous l'avez dit, votre enfant est venu tout naturellement vers ce sujet, mais peut-être que d'autres enfants font aussi ce premier pas de venir tout naturellement à ce sujet. Je crois que tous les enfants posent à un moment donné la question pourquoi nous sommes différents, voilà, pourquoi papa ne ressemble pas à maman, par exemple. Mais vous avez trouvé à ce moment-là les mots pour expliquer. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller aux parents qui nous regardent aujourd'hui, aux adultes qui ont aussi peur d'expliquer ça aux enfants, parce que on n'a pas envie que ça leur arrive, on n'a pas envie de leur expliquer parce que pour nous ça ne leur arrivera jamais. C'est ça. Mais malheureusement, ça arrive. En fait, il faut, ce que moi je préconiserais, c'est faire en sorte que ton enfant ait confiance en toi. Si notre enfant a confiance en nous, même s'il fait une grosse boulette, il arrivera à un moment donné à t'en parler parce qu'il sait, de toute façon, c'est ma mère, c'est mon père, ils m'aimeront, voilà. Mais il faut au moins qu'ils sachent qu'ils peuvent se confier à quelqu'un. Que ça soit, même si aujourd'hui c'est pas les parents, parce que par gêne, par honte, on sait qu'il y a l'éducation nationale, là où je vais à l'école, je passe une grande partie de mon temps à l'école, il y a une assistante sociale, une infirmière, il y a les psychologues, un professeur il y a les avec lequel on se sent un petit peu plus en confiance. Tout à fait, toute la communauté éducative reste à peu près bienveillante sur ces sujets-là. Donc que l'enfant ait confiance, que ce soit dans les structures familiales, que ce soit à l'école, que ce soit avec les copains, que ce soit au madrasa, mais qu'il y ait cette confiance en lui que s'il m'arrive quelque chose, si j'ai fait quelque chose ou on m'a fait quelque chose, je sais que je peux me confier. Ma collègue, juste pour rajouter un petit peu, elle disait tout à l'heure sur les filles et les garçons.
l'agression peut arriver aux filles, aux garçons. Déjà, on arrive... Moi, la question que je me suis posée quand c'est arrivé à mon enfant, ce garçon, il a 11-12 ans, déjà une idée dans la tête, aller toucher les filles. Comment on arrive à un enfant à cet âge-là à aller toucher les filles, à se faire exclure, puis revenir et il refait la même chose. Moi, je m'interroge, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Est-ce que cet enfant-là, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas juste, c'est un enfant qui est agresseur, il faut l'exclure ou le mettre de côté, mais essayer vraiment de faire un travail global sur cette famille. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille pour que cet enfant à 13-14 ans ait ces idées-là en tête et qu'il perpétue malgré la première punition, parce qu'un enfant, il fait une première bêtise, il est puni pour ça, et il va réfléchir longtemps avant de recommencer. Mais dès qu'il revient à l'école, il refait la même chose. Donc vraiment prendre le problème à bras le corps, c'est pour ça que je parle de l'importance de la communauté éducative, de transmettre auprès de l'assistante sociale qui est formée, qui a les compétences pour ça, pour faire une évaluation globale de la famille, de l'enfant, afin de permettre un meilleur accompagnement, que ce soit pour la victime ou bien pour l'auteur de l'agression. Merci beaucoup encore une fois d'avoir pris ce temps, d'avoir réagi, de nous avoir parlé surtout de votre histoire, et puis j'espère qu'on aura réussi à sensibiliser beaucoup d'adultes aujourd'hui, parents ou professeurs, et surtout j'espère qu'on va détendre un petit peu l'atmosphère à la maison et que surtout que les parents, on peut en parler facilement. De toute façon, ils voient tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'autant en parler. Peut-être rappeler des numéros de téléphone très importants. Je connais le 119, je ne sais pas si ici il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne le 119? Si, il fonctionne. Le 119, donc Enfance en danger, qui est un numéro national. Le 55-55, qui est l'ACFAV, qui a le mérite de pouvoir également traiter les appels en Kibushi, Shimaore et donc Zungu, français, pardon. Voilà pour les numéros d'urgence. Et puis vous, on vous retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur la page Facebook Akizawa Natsa, sur le site wamitu.yt. Je vous engage vraiment, je vous invite à aller voir. On aura donc là une bande dessinée qui va nous permettre de traiter de ça dans les écoles, sur la mer, dans les familles, de pouvoir apporter vraiment cet objet comme un outil de sensibilisation. Et puis voilà, il y a une charte qu'on a fait tourner dont on n'a pas pu parler, mais qui s'inscrit vraiment dans cette dynamique. On aura l'occasion, j'espère, de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation et bon courage et surtout bon travail pour tout ce que vous faites auprès des enfants. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur le site internet de Mayotte la Première. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de Maïcha.